c'est une citation, enfin je lis, au lieu de protéger la population des menaces posées par les groupes armés, les forces de sécurité camerounaises ont commis de graves violations à l'encontre des civils, obligeant beaucoup d'entre eux à fuir le domicile, a déclaré Ilaria Allegrosi, chercheuse senior sur l'Afrique centrale à Human Rights Watch. Les autorités camerounaises devraient mener des enquêtes crédibles et impartiales sur ces graves abus et demander des comptes à leurs auteurs. Ça, c'est un extrait d'un article publié sur le site de cette ONG. Alors, Président Bandakani, alors vous, est-ce que vous pensez, comme beaucoup d'autres analystes et observateurs sur le continent africain, que ce rapport n'est pas crédible du tout? Avant ça, permettez-moi de payer ma dette avec une ou deux personnes que j'ai oubliées tout à l'heure. Allez-y. Ça va être très grave si je ne le fais pas. Allez-y, Président. Je voudrais dire merci aux dockers du littoral de Vaud, les dockers. Les dockers. Avec leur président Vundi. Ils se sont mobilisés terriblement pendant ces 3 jours. Vous ne pouvez pas imaginer. Et quand je pense à eux, j'ai les larmes aux yeux. C'est des gens qui vivent dans des conditions extrêmement complexes au Cameroun. Leur labeur n'est pas toujours reconnu à sa juste valeur. Ils se sont mobilisés pour dire nous ne sommes pas l'africanisme. Ils étaient là pendant 3 jours. Je voudrais dire merci au président Vundi et à ses camarades dockers. Je voudrais dire merci à Mme Linda Larbaoui. Elle n'a pas pu être là, mais elle nous a soutenus moralement. Elle a tout fait pour m'envoyer des messages, s'assurer que j'ai reçu le message et me dit, président, on est avec toi. Elle m'a beaucoup encouragé. Si je ne dis pas merci, c'est pas bon. Mme Linda Larbaoui avec nous, elle nous suit. Oui, elle a fait ça. Je n'ai pas oublié notre ami Awadon Melo. Vous connaissez Awadon Melo, l'ancien ministre, le président Laurent Gbagbo, le seul qui a répondu à notre appel en Côte d'Ivoire. C'est le seul. Je le dis, Awadon Melo, qui a saisi notre appel et qui nous a soutenus moralement et financièrement. Je voudrais dire à Mondo Vision, à monsieur le ministre Awadon Melo, merci. Merci. Merci, monsieur. Il est à l'écoute, il nous regarde. Voilà. Quand je dis que c'est le seul en Côte d'Ivoire, c'est pourquoi je le dis. Parce que d'autres ont été saisis, ils n'ont pas réagi. On commence à être habitué. Voilà. Alors, donc, place la question maintenant. Voilà. Donc, mon cher Siddiq Aboubakar, une des stratégies de nos ennemis, c'est de nous épuiser à l'usure. C'est une vieille technique de l'impérialisme. C'est quoi vous fatiguer à l'usure? C'est ramener les mêmes choses sur la table, poser les mêmes actes, pour vous amener à vous fatiguer. Comme ça, vous ne parlez plus de ça. Et ça leur permet d'agir, parce que vous êtes fatigué. Je le dis parce que vous faites un honneur immense, vous faites de la publicité et un honneur immense à ce machin, ce chiffon que vous appelez Human Rights Watch, et celle dont vous venez d'appeler le nom. Moi, je ne peux pas appeler son nom sur un plateau. J'ai dit désormais, je n'appelle plus son nom. Pourquoi nous la connaissons au Cameroun, nous savons ce qu'elle vaut. À titre personnel, elle est très légère. D'abord dans sa vie personnelle, elle est très légère. Et deuxièmement, elle sait pas ce qu'elle appelle le droit de l'homme. Ah, vous les gars, vous êtes surpris quand je vous dis ça? Elle ne connaît pas. Elle ne connaît pas. Les droits de l'homme ont une histoire. Depuis son élaboration en Afrique, à travers, on connaît plus le Mali, mais les grandes civilisations africaines ont tous géré, ont inventé, ont élaboré et ont constitué, ont donné le contenu de ce qu'on appelle le droit de l'homme. Il n'y a pas longtemps que les Occidentaux l'ont découvert. Il n'y a pas longtemps. Les fausses lumières, telles qu'on les appelle en France, on fait croire que la France est la partie des droits de l'homme. Mais la vérité historique est connue. La partie des droits de l'homme, c'est l'Afrique. C'est en Afrique que le concept et les idées qui constituent ce qu'on appelle droits de l'homme ont été constitués et élaborés. La chatte mandin est connue, mais ce n'est pas la seule chatte en Afrique. Ce n'est pas la seule chatte en Afrique. Toutes les civilisations africaines, les grandes civilisations africaines, ont pensé, ont élaboré, ont géré les droits de l'homme.
Quelle est la différence? Quelle est la différence? C'est qu'en Afrique, les droits de l'homme s'inscrivent dans le caractère holistique de la cité et de l'organisation sociale. C'est pour ça qu'on donne l'impression que l'Afrique ne parle pas des droits de l'homme. Parce que comme c'est holistique, et c'est vécu holistiquement, n'est-ce pas? Ce n'est pas un aspect de la vie qu'on a enlevé pour lui donner une autonomie philosophique et existentielle, de manière à en faire un critère pour juger l'action d'un gouvernement ou organiser les relations entre les États, la géopolitique, n'est-ce pas? Ou c'est-à-dire établir un ordre de domination sur d'autres peuples. L'Afrique ne connaît pas ça. Le droit de l'homme en Afrique, quand vous lisez toute la philosophie africaine, quand vous lisez toute la spiritualité africaine, les religions africaines, c'est nous qui avons inventé tout ça. Alors, comme d'habitude, ils ont fait comme si c'est eux que ça a commencé. Comme ils ont fait croire que la philosophie a commencé avec les Grecs. Ça fait rire. Ça fait sourire. Ça fait rire. C'est une honte, mais bon, ils n'ont pas honte. En fait, ils ont fait croire que le monde a commencé avec eux. Évidemment, tout ce qui est bon a commencé avec eux. Ils vont croire que les droits de l'homme ont commencé à exister parce que les siècles des Lumières en France nous a parlé de la déclaration des droits de l'homme et du citoyen. C'est parce que vous découvrez un truc tard. Parce qu'en fait, vous êtes en retard. Vous êtes nouveau dans l'échelle de la vie que vous croyez que ça n'a pas existé avant vous. Ce sont des êtres étranges qui pensent que c'est avec eux que le soleil a commencé à briller. Je vais être pour lui, des êtres étranges. Mais avant vous, les gens connaissent ça. 100 000 ans, l'homme s'est constitué, il est devenu homme en Afrique. Vous ne parlez pas aux Africains des droits de l'homme. Je fais écho à la déclaration du ministre malien des Affaires étrangères, vous vous souvenez très bien, à l'ONU. Je ne vais pas insister dessus. Alors, donc, les péripéties de ce qu'on appelle droits de l'homme, depuis, je prends leur référence, depuis, c'est la déclaration des droits de l'homme et du citoyen en France, en passant par les révolutions anglaises, avec l'habeas corpus, toutes ces histoires sur lesquelles ils se vantent, en passant par la révolution américaine, jusqu'à la constitution des droits de l'homme, comme charte, l'une des matrices essentielles des Nations Unies. Allez lire ça, allez lire, et venez me dire si ce que vous appelez Human Rights Watch et cette légère dame savent de quoi ils parlent. À l'ONU, c'est un tout indivisible. C'est écrit, allez lire, c'est écrit dans la charte de l'ONU. On ne divise pas les droits de l'homme. Il n'y a pas les droits de l'homme politique, ça n'existe pas. Il n'existe pas le droit de l'homme politique. Les droits politiques vont avec les droits économiques, les droits économiques vont avec les droits sociaux et culturels. Tout ça, c'est un tout. On ne divise pas. Mais ce n'est pas vous qui avez fouetté ces gens à l'ONU pour s'asseoir, faire semblant de réfléchir et écrire ça et mettre dans la charte. Moi, vous, on n'était pas là. Nous n'étions pas là. C'est eux qui ont réfléchi. Comme ils savent réfléchir, ils savent tout. Ils ont écrit ça. Mais, comme ils sont malades, comme ils souffrent d'une pathologie qui est en train de les détruire, celle de vivre en détruisant l'autre, ils détruisent tout ce qui touche sur le passage. Ils mentent. Dès qu'ils écrivent quelque chose, leur comportement n'a rien à voir avec ce qu'ils ont écrit. Il y a toujours un divorce entre les théories qu'ils affichent pour tromper les naïfs et mentir et ce qu'ils sont. Le droit de l'homme n'y échappe pas. Mais c'est qui on connaît ça, on connaît son histoire, sa création qui est derrière. Et quand vous savez qui est derrière tout ça, vous savez ce que ça veut dire. Va-t-on rappeler M. Jacques Soros ici? Va-t-on rappeler tout le conglomérat qui est derrière Human Rights Watch, Amnesty International? La dernière séquence qu'il y a eu en Ukraine ne vous parle pas? Vous n'avez pas vu à l'Amnesty International, vous demandé pardon pour dire la vérité? Pardon, parce que le voyou qui est en Ukraine, n'est-ce pas, a menacé Amnesty qui pour une fois a reçu l'ordre de ses patrons de dire la vérité parce qu'il commence à vouloir lâcher ce petit délinquant qu'on appelle Zelensky. Mais malgré ça, ils ont crié, ils ont dit, pardon, on s'excuse. Voilà les droits de l'homme. Voilà les droits de l'homme. Donc nous avons déjà démontré ici à quoi ça sert ce truc. Ce ne sont pas les droits de l'homme. À partir du moment où vous divisez les droits de l'homme, vous n'êtes plus dans les droits de l'homme.
Vous êtes dans autre chose. Cette autre chose, c'est quoi? Nous sommes dans une division du travail géopolitique qui permet aux créateurs de ce machin qu'on appelle Human Rights Watch, de ce truc, à ses créateurs, George Soros, donc aux mondialistes, donc à la communauté internationale, cette entité dont personne ne connaît, et que des chercheurs occidentaux eux-mêmes viennent de dire que cette entité n'a aucune signification scientifique. Ça c'est récent, hein? C'est la semaine dernière, ça c'est récent, je vous donne l'information, n'est-ce pas? Donc, ils sont aux ordres de leur mandataire, de leur patron. Et qu'est-ce que le patron cherche à ce moment? Vous le savez très bien, à renverser le pouvoir malien, à renverser le pouvoir camerounais. Ils sont en guerre contre ces pouvoirs. Et évidemment, une des modalités de la guerre, c'est de justifier les coups qu'ils font. De les légitimer auprès de leur opinion. C'est pas pour vous qu'ils font ça, hein, c'est pas pour vous. Non. C'est pour leur opinion. Il faut que leur opinion soit convaincue que l'action de leur gouvernement est légitime. Donc, il faut habiller ça d'un manteau droit-de-l'homiste. C'est ça. Donc, il faut à tout prix habiller ça. Mais sinon, quand ils vont parler à leur peuple, c'est pas à vous qu'ils savent. Ils savent que les Africains ont compris. Hein. Ils savent qu'une grande partie du peuple a compris. Mais pour mettre en branle la machinerie internationale qu'ils ont inventée, qui permet d'aller détruire des pays, d'aller s'ingérer dans les pays, d'aller voler, piller dans les pays, il faut bien habiller le crime, comme ils l'ont fait au début avec l'esclavage. C'était la mission civilisatrice. Nous sommes dans la continuité de la mission civilisatrice pour mobiliser leurs opinions intérieures, pour poursuivre le banditisme d'État qu'ils font à l'étranger. C'est de cela qu'il s'agit. Deuxième élément, il faut bien que, n'est-ce pas, il y ait une articulation entre leur action et le droit international humanitaire qu'ils ont créé pour protéger les terroristes qu'ils fabriquent et mettent chez vous. Mais est-ce que vous ne touchez pas? Ce que vous venez de me dire concernant le Cameroun, groupe armé, le mot ne vous dit rien. Qui appelle ton groupe armé? Je vous renvoie la question. Ah ben, très bien. Alors, n'est-ce pas? Les Américains viennent de tuer un haut responsable iranien, non? N'est-ce pas? Tout à fait. Il a été jugé. Il est passé par un procès. On a dit représentant d'Al-Qaïda, si j'ai bien compris. Un haut représentant d'Al-Qaïda. C'est ça là pour ça. Le haut représentant, un grand Al-Qaïda. Ben Laden a fait l'objet d'un procès. Est-ce que Ben Laden, qu'ils ont présenté comme étant mort, ils l'ont jeté dans la mer, est-ce que Ben Laden a eu droit à un procès équitable? C'est pas un être humain, Ben Laden? Combien va-t-on citer des présumés terroristes que les dirigeants occidentaux ont assassinés sans jugement? Est-ce qu'on peut compter? Mon cher Sédéki, puisque vous voulez que je vous réponde, je suis parti sur le plan philosophique pour descendre maintenant au niveau factuel. Dites-moi combien de terroristes occidentaux l'État américain fait tuer matin, midi, soir en disant que ce sont des terroristes, sans jugement, sans qu'il y ait un procès. On appelle ça quoi? Promotion de l'homme, on appelle quoi? Des questions. Mais quand ce sont Mali, on dit bavure, exaction. Mais quand ce sont eux, ce sont des terroristes. Il n'y a eu aucun procès. Vous comprenez? Il n'y a eu aucun procès. L'action de ces gens en Libye, on peut citer celle-ci, le média a démontré ça, mais je vais vous prendre un cas particulier. Allez-y. Israël. Vous connaissez l'État qu'on appelle Israël? C'est un État terroriste, colonisateur, qui pratique l'apartheid, qui détruit les maisons des Palestiniens, viole les filles palestiniennes, les prix vont d'eau et tout. Il y a combien de résolutions de l'ONU contre Israël? Vous avez entendu qu'ils sont condamnés un jour? Cette jupette-là, égarée-là, peut aller faire l'enquête en Israël? La chose qu'on voulait que je dise le nom là, elle peut aller faire une enquête en Israël, contre l'armée d'Israël, elle peut essayer. Vous vous rappelez quand le truc qu'on appelle ces pays a osé, notre soi-disant ceux qui étaient là-bas, quand elle s'est réveillée de ses illusions, elle a dit qu'elle va aller enquêter sur l'action des crimes américains en Afghanistan. Qu'est-ce qu'on lui a dit? Il y a un certain moustachu très célèbre, Bolton. Il a une moustache méchante. C'est dit qui? Sa moustache est méchante. Il a dit, nous allons détruire la CPI. Et tu mets pied, sinon on va t'arrêter toi-même. D'ailleurs, nous allons saisir tes avoirs. On ne juge pas l'armée américaine. Il s'appelle John Bolton. Il vient d'ailleurs de vous dire encore que l'Amérique a passé le temps à organiser les coups d'État pour renverser les régimes. Bon, alors, écoutez, vraiment, c'est une malédiction, excusez-moi, permettez-moi le mot, hein. Comme on venu tout le temps répéter les mêmes choses par pédagogie, oui, d'accord. Vous voyez très bien ce qui est en jeu.
C'est à l'usure comme nous prendre. On ne se fatiguera pas. Ce truc à mettre dans la poubelle, moi je ne lis plus le rapport, je vous dis la vérité. Moi je ne lis plus le rapport du Human Rights Watch. Je vous dis la vérité, je ne les lis plus. Je ne lis plus ça. Et qu'est-ce que vous en faites? Peut-être que je ne lis pas. Ça existe pour moi, ça n'existe pas. D'accord. Et quand j'attrape, je déchire, je mets dans la poubelle. Vous savez pourquoi il fait ça? Non. Et là, je vais terminer non par là. Parce que pour moi, on bavarde. Alors moi je dis à mon deux visions, ils vont faire quoi? C'est là où on est maintenant. Je sors d'un congrès, c'est un congrès panafricaniste, passons à l'autre bord. On ne s'amuse pas. Et moi, je ne compte pas sur quelqu'un quand je fais mes affaires. Je ne compte sur personne. Je compte sur celui que j'appelle le vrai Dieu. Je ne me cache pas. Je dis, ils vont faire quoi au Mali? Ils vont faire quoi à la main du Cameroun? On va voir. Toucher dans la main du Cameroun, on voit. Merci. Bon, allez. Toucher, attendez, je suis sérieux là. Je suis là sérieux. Allez-y, président. C'est vous le patron, vous me permettez? Allez-y. C'est vous le poste. Je vous en prie. Respectez votre autorité. Je dis, là maintenant, c'est sur le défi maintenant. Ma réponse, je ne peux plus monter à faire de la pédagogie. Les Africains ont compris. On est dans une bagarre. Ils sont dans leur rôle, on est dans l'autre rôle. Ils vont faire quoi au Mali? Qu'est-ce qu'ils vont faire à l'armée malienne? Qu'est-ce qu'ils vont faire à l'armée du Cameroun? Ok, on attend. Ils vont brailler, bavarder. Ils ne peuvent rien faire. Le petit agent là, le petit Tintin qui se fait appeler président de la France, il va nous recevoir une décolletée au Cameroun. On l'a rossé correctement. Il a été rossé copieusement au Cameroun. Il est venu tenter, il a vu. Là maintenant, on sait de quoi on parle maintenant, c'est connu. Même la chaîne diplomatique française qui travaille pour la France, que vous appelez France 24, sans publicité, elle est obligée de dire que échec fracassant. J'ai même capté le capture d'écran. J'ai capté ça. Échec fracassant. Pourtant, ils sont venus avec lui. Hein. Échec fracassant. Donc, nous allons voir ce qu'ils vont faire au l'État malien. Nous allons voir ce qu'ils vont faire à l'armée du Cameroun. C'est là où on est maintenant. Pour qu'ils comprennent que les temps ont changé et qu'ils ne valent absolument plus rien. Donc, c'est un chiffon. On déchire, on jette. Ça sert pour le WC. On vous a compris. Voilà. C'est votre avis. Merci. Non, ce n'est pas un avis. Voilà. C'est si sérieux. D'accord, président. On vous le concède. Merci beaucoup à vous, président Badakane. Alors, Linda Larbaoui. À nos frères, et qu'ils sachent que depuis une bonne dizaine d'années que j'ai le plaisir de participer à ce festin panafricain, c'est toujours un plaisir de rencontrer nos frères, ceux qui, même non africains, ont fini par adhérer en quelque sorte aux idéaux que nous pourchassons ici, à savoir une humanité égale et égalitaire, une humanité où l'être humain, où qu'il soit sur la planète, puisse avoir les mêmes droits que les autres. Or, nous sommes dans une situation malheureusement où l'Occident a transformé notre planète en un ensemble de pays conquis où il peut se permettre tout et n'importe quoi. Tout à l'heure, on a évoqué largement et je ne voudrais pas revenir dessus, mais quand on pense qu'une armée française a tiré sur la présidence d'un État souverain, la Côte d'Ivoire, et y a attrapé le président légalement élu, M. Gbagbo, pour le déporter à La Haye avec espérance qu'au bout de 10 ans, il en mourrait, exactement comme beaucoup d'autres présidents africains qui ont essayé de résister à l'hégémonie française ont payé de leur vie. Eh bien, ces gens-là n'ont vraiment pas de leçons à nous donner. Au contraire, ce que nous devons faire aujourd'hui, c'est demander à la Russie surtout de ne pas baisser la garde, de continuer jusqu'à ce que la planète entière devienne un ensemble de pays indépendants et souverains. Parce que quand un pays peut arriver en Irak, assassiner le président de la République et toute sa famille, tous les responsables, transformer un pays qui était pacifique en un ensemble de groupes terroristes qui s'entretuent, eh bien ces gens-là n'ont pas de leçons à donner, et même ceux qu'ils envoient nous donner des leçons, pour des raisons qui viennent d'être évoquées, eh bien,
ça n'a pas lieu d'être. Et encore une fois, merci d'avoir pensé à moi pour ce dimanche et bon dimanche à nos téléspectateurs. Merci beaucoup à vous, doyen, puisque votre micro est ouvert et je voudrais bien que vous continuez et peut-être aussi très rapidement parce que ce n'est qu'un sujet d'entrée. Alors, pour nous dire comment est-ce que vous, à votre niveau, vous recevez ces derniers rapports de Human Rights Watch sur le Cameroun, concernant l'armée camerounaise et bien sûr, et aussi l'armée malienne. Je rappelle que beaucoup d'analystes sur le continent et même des observateurs estiment que ces rapports sont pratiquement des rapports qui visent à déstabiliser ces pays. Absolument, absolument. Et il n'y a même pas l'ombre d'un doute, hein, parce que les rébellions, vous savez, il y a une dizaine d'années, nous disions que le Cameroun est un havre de paix. Non seulement en Afrique centrale, mais en Afrique. Et puis tout d'un coup, Boko Haram est venu par le nord. On a même poussé notre voisin nigérian à nous chercher des poux dans la calvitie comme la mienne à Bakassi. Et tout ça, c'est parce que pour notre sérieux, nous avons à la tête de notre pays quelqu'un qui comprend que le monde ne peut pas rester ce qu'il est et qu'il faudrait changer des choses. Malheureusement, il n'a pas les pouvoirs, il n'a pas les moyens de faire un certain nombre de choses. Parce que, rappelons-nous, chaque fois qu'un président en Afrique francophone a pu s'exprimer contre les manières occidentales de nous traiter, j'ai dit chaque fois, eh bien, il a terminé dans un tombeau. Et je crois que le président du Cameroun, avec les moyens qu'il a une armée qui, Dieu merci, préserve la paix. Et il y a encore des points sur lesquels il y a encore beaucoup de choses à faire. Et pour des raisons qui sont d'abord économiques, hein, parce que c'est vrai ce que disait le prof tout à l'heure, mais vous savez, quand on a su que le gouvernement canadien a convoqué, s'est opposé à un certain nombre d'opérations que la société Kilimanjaro avait prétendu organiser au Cameroun, c'est parce que pour une fois un gouvernement occidental a agi normalement. Voilà des gens qui ont vendu 40 000 km² de notre territoire à la société Kilimanjaro, à charge pour elle d'exploiter tout le sous-sol. Eh bien, dans ces conditions-là, nous avons au Cameroun quelqu'un qui a dit non, ça ne peut pas se faire, et il a organisé l'armée de manière à ce que les populations de ces régions-là puissent continuer à vivre le plus pacifiquement possible. Et puisque ça embête l'Occident, parce que la société Kilimanjaro, c'est toujours Big Pharma, c'est tous ces groupes-là qui veulent détenir le monde comme une propriété privée. Eh bien, parce que ces gens-là se sont sentis frustrés, le Cameroun est devenu tout d'un coup un pays de misère, un pays de terrorisme, de dictature, etc. Je vous rappelle que jusqu'en 2011-2012, la France, comme les autres pays occidentaux, traitait notre pays avec un minimum de respect, en considérant notre président comme un dirigeant légitime. Eh bien, depuis que toutes ces affaires-là se sont levées, contre lui et contre notre pays, tous les moyens sont mis en œuvre. Je crois que les organisations, vous savez, il y a eu la colonisation, ensuite la coopération, ensuite les organisations non gouvernementaux. Tout ça, c'est les mêmes acteurs, les mêmes projets qui veulent se réaliser au travers de la planète. Eh bien, au Cameroun, ça ne passera pas. Et quoi qu'ils disent, quoi qu'ils inventent, la vérité est telle que les Camerounais aiment leur pays et n'ont pas besoin d'autres personnes pour leur donner des lunettes qui permettent de savoir qui fait bien et qui ne fait pas bien dans notre pays. Le docteur doyen, docteur
Basilekan, enseignant à l'université Saint-Jérôme.